Bienvenue à tous dans le 5e épisode de Radio Thermopyle, c'est Dagon et avec moi aujourd'hui on retrouve le panel au complet puisqu'on a Derrick, Salut. Anya Bonjour. et Adoc. Salut, ravi de vous retrouver. Voilà, donc bon retour parmi nous à tous, on est très content de vous sortir un nouvel épisode puisqu'aujourd'hui le thème principal de notre émission ce sera le populisme et la question du peuple, la démocratie, toutes ces questions-là. Et pour l'aborder on va le faire sur deux angles, deux sujets différents. On va vous parler du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et ensuite on va parler de Trump et du fait que Donald Trump incarne aux États-Unis le réalignement populiste, ce qu'on peut en penser, ce qu'on peut en attendre. Voilà. Donc on avait dit au dernier épisode qu'on ferait un Tipeee, bon on l'a pas encore mis en place, il faut qu'on va s'en occuper là cette semaine. Dès qu'il sera en place, de toute façon on vous donnera toutes les infos sur les réseaux sociaux habituels. Et voilà. Concernant ce sujet-là, on lit vos emails, hein, même si on n'y répond pas immédiatement, on les lit, on vous assure qu'on les lit. Et là, on va essayer d'être plus rapide. Il y en a d'ailleurs qui étaient très intéressants, merci pour les idées, les suggestions, merci vraiment pour vos mails. Voilà, on a eu notamment 2 emails de suggestions d'idées et de thèmes qui étaient très bons. Donc ne vous en faites pas, chers auditeurs, on va y répondre. Et quitte d'ailleurs à publier les réponses au début des épisodes pour réagir à ce que vous nous dites. Je crois me souvenir d'ailleurs que dans un des emails, on nous parlait de Trump. Oui, voilà. Parlait de Trump, donc voilà, donc une des personnes nous disait que le Trump était évoqué comme un faux ami. Ouais. Donc on pourra en parler vers la fin de l'épisode dans le deuxième thème. Voilà. Mais donc je crois que sur le RIC, c'était surtout Derrick qui avait préparé le sujet, qui voulait nous en parler. Donc Derrick, en ce lendemain de manifestation de Gilets jaunes où Toulouse était la capitale nationale de la mobilisation, et quand on sait que le RIC est une revendication forte parmi les Gilets jaunes, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Voilà, alors, tu dis que je l'ai préparé, bon c'est un bien grand mot, mais c'est juste que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Je m'intéresse au sujet depuis assez longtemps en fait. Et là ce qui m'a donné envie d'évoquer le sujet dans l'émission, c'est l'affaire ADP, les aéroports de Paris, puisqu'il y a 197, si je ne me trompe pas, députés qui se sont alliés, donc d'extrême gauche et de droite parlementaire, qui se sont alliés pour lancer une procédure de référendum d'initiative partagée. Et ce référendum d'initiative partagée, ça existe depuis 2008, et là c'est la première fois que l'initiative peut être lancée. Du coup c'est pour ça que ça a fait un peu la une des journaux, et en plus dans le contexte des Gilets jaunes, effectivement c'était assez intéressant. Et le lien avec le sujet global de notre émission, le populisme, en fait, c'est Bruno Le Maire qui nous l'apporte, puisque Bruno Le Maire a déclaré récemment que voilà, ces députés qui s'alliaient en fait au-delà des clivages contre une proposition du gouvernement, je le cite, font le jeu des populismes et je crois ça, enfin j'ai plus la citation exacte, mais en gros sape la démocratie représentative. Oui, c'est intéressant parce que Bruno Le Maire c'est quand même l'avatar de la technocratie libérale en France. C'est-à-dire qu'il y a une technocratie socialiste, il y a aussi une technocratie libérale. Bruno Le Maire c'est quand même quelqu'un qui est, bon c'est évident qu'il est d'une intelligence prodigieuse, enfin franchement hein, c'est quelqu'un qui a un parcours qui est sans un seul, voilà, ça c'est parfait. Et c'est quelqu'un qui idéologiquement il incarne toute la raideur gestionnaire du gouvernement Macron. Disons que c'est la caricature du politicien en fait. Oui, dans le sens, plutôt de l'administrateur, c'est-à-dire que le type est mis là pour gérer le problème et c'est quelqu'un qui fait tout pour défendre le statu quo de façon sans en démordre quoi. On notera d'ailleurs, et c'est marrant à l'époque du gouvernement Macron qui disait que oui, on va revitaliser la démocratie, redonner la parole au peuple, qu'en fait c'est les parlementaires godillots qui se taisent, qui suivent intégralement Macron, et c'est en fait ce qui permet à l'opposition de s'allier pour faire ce référendum d'initiative partagée quoi. Enfin, c'est un petit retournement ironique du quinquennat Macron quoi. Voilà, du coup qu'est-ce que c'est exactement que ce référendum d'initiative partagée qui a fait grand bruit. C'est quelque chose qui a été instauré donc, en 2008 hein, par Sarkozy. Et en gros, ça visait à apaiser les revendications d'une certaine gauche, voire d'une certaine droite aussi, puisque c'était le Front à l'époque qui en parlait, les revendications sur le référendum d'initiative populaire, qui aujourd'hui est porté dans la rue sous le terme de référendum d'initiative citoyenne par les Gilets jaunes, mais en fait c'est la même chose. Donc voilà, qu'est-ce que c'est au final que ce référendum d'initiative partagée ? C'est dans le nom, hein, c'est une initiative qui est partagée, donc c'est une vaste arnaque, puisque il faut que, d'une part, que 187 députés s'allient autour d'un même texte,
et qu'il propose ensuite donc ce texte dans une pétition référendaire, il faut que cette pétition soit signée par 10% des électeurs, soit environ 4,5 millions de Français. 4,5 millions, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint par aucune pétition, que ce soit au niveau simplement français ou même au niveau européen. Il y a des pétitions, il y a des pétitions à échelle européenne qui ont réuni, qui n'ont jamais réuni plus de 2 millions de signatures. Et en France, je crois que la pétition qui a réuni le plus de signatures, c'était une pétition des buralistes en 2010, 2011, quelque chose comme ça, et qui a réuni, si je ne me trompe pas, environ 1,5 million de signatures. Et on se souvient aussi tous, surtout pour ceux qui étaient impliqués à ce moment-là, à l'époque de la Manif pour tous. La Manif pour tous avait proposé une pétition qu'ils avaient déposée au CEPE, le Conseil... oui, je pourrais plus dire. Qui avait réuni 700 000 signatures. Et déjà, c'était un record, c'était un chiffre énorme pour une pétition, 700 000 signatures. Donc là, 4,5 millions de signatures. Autant vous dire que le référendum sur la privatisation d'ADP n'aura sans doute jamais lieu. Et quand bien même cette pétition serait signée par 4,5 millions d'électeurs, le texte est ultra flou, en fait. Le texte sur le RIP est ultra flou, puisqu'en fait, il prévoit qu'il y aura un référendum seulement si le texte n'a pas été étudié par le Parlement dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, c'est tellement flou qu'en fait, il suffirait qu'une simple lecture de la proposition de loi soit faite au Parlement, sans même qu'il y ait de vote, pour enterrer le référendum. Donc, en fait, là, ce qui s'est passé avec ce référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'ADP, c'est un coup de communication. C'est un très bon coup de communication, mais ça s'arrête là. Il n'y aura jamais de référendum. Et ça pose quand même la question de la démocratie dans notre pays, question que posent les Gilets jaunes depuis un moment, puisque quand Bruno Le Maire nous dit que proposer un référendum, c'est faire le jeu des populismes, on voit bien qu'il y a un décalage en fait entre la volonté affichée par notre système d'être en démocratie, et en réalité disons qu'il y a une compétition derrière, quoi. Il y a une compétition, une adversité sur le mot démocratie, c'est-à-dire que pour les gens qui sont en situation de gouvernance, la démocratie c'est quoi ? C'est un régime de statu quo dans lequel la médiation des volontés populaires est faite de telle sorte que en gros le pays soit administré de façon relativement tranquille par les gens qui s'arrogent le droit et les compétences de le faire. C'est qu'il y a une compétition entre la démocratie en gros libérale, gestionnaire, parlementaire, et la démocratie dans sa version populiste qui est populiste, qui veut vraiment prendre son destin en main, quoi. Oui, c'est vrai, parce que ce soit cette volonté, par exemple avec le grand débat, j'ai l'impression qu'ils veulent renforcer cette image, mais si on est aussi avec le peuple, etc., mais il y a quand même une vraie rupture avec le gouvernement et tout ce qui est les administrations. Oui, ça, il y a une rupture entre les élites, entre guillemets, politiques et le peuple. Et en fait, moi, la question que ça pose aussi, et je vais encore citer Bruno Le Maire, mais pour moi, vraiment, c'est hyper symptomatique. Il nous dit que ça va à l'encontre de la démocratie participative. Mais en fait, en quoi la démocratie... non, pas participative, pardon, mais représentative. Excusez-moi, ma langue a fourché. Il parle de démocratie représentative. Mais en quoi la démocratie devrait être représentative ? Et pourquoi elle ne pourrait pas être directe ? Je crois que c'est Rousseau qui disait que la démocratie représentative était la pire forme de démocratie, en fait. Je sais pas si t'avais une situation. Si, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le peuple a sa volonté représentée, il a sa volonté délégitimée, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est confisquée par des représentants qui, du coup, s'arrogent la volonté populaire. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que tu penses que il serait possible que, si jamais la demande du RIC aboutisse, que ça devienne en fait une grosse blague comme le RIP. Comme le RIP, ouais. En fait, tout dépend de la façon dont c'est fait, parce que le référendum d'initiative populaire, moi je préfère le terme de référendum d'initiative populaire plutôt que le terme de RIC ou référendum d'initiative citoyenne, tout simplement parce qu'en fait ailleurs ça existe, et ça existe sous l'appellation populaire.
En fait, pourquoi est-ce que là aujourd'hui ce qui vient à la mode c'est le RIC? C'est parce qu'en fait c'est ce qui a été mis dans le programme de Mélenchon, qui voulait se démarquer du Front National, qui lui avait le référendum d'initiative populaire depuis très longtemps dans son programme. Le champ de lexical des populismes, de dire populaire, c'est vrai que ça renvoie, ça renvoie à d'autres gouvernements. En fait, au final, le référendum d'initiative populaire est bien antérieur au mot même de populisme. Hein. Oui. C'est quelque chose qui existait déjà. Et c'est quelque chose qui trahit d'ailleurs son origine, parce que le fait de dire citoyen, c'est-à-dire qu'on renvoie à la participation politique et le droit pour un peuple de se définir que par la médiation de la citoyenneté, donc de la République. Et ça, c'est vraiment tout le substrat socialo-républicain de Mélenchon qui ressort. C'est tout simplement pour ne pas taper dans le domaine de l'extrême droite. Quoi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque aussi que ce RIC, d'accord, il est adopté, mais on a déjà eu des référendums par le passé et parfois les Français avaient voté pour un résultat et au final les politiques ne les ont même pas suivis. Oui, mais là du coup, ça a quand même un intérêt parce que, admettons qu'il y ait des référendums qui soient faits selon des modalités particulières, mettons avec une majorité écrasante, et que le gouvernement refuse de les appliquer, ça prouve au moins quelque chose. C'est-à-dire que même si la mesure n'est pas acceptée, ça prouve la défiance du gouvernement et son incapacité ou son manque de volonté à vouloir suivre la volonté populaire. Auquel cas, c'est déjà utile. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas la mesure, ce que ça démontre, c'est utile. Alors que maintenant, étant donné qu'il n'y a pas le mécanisme du référendum, c'est-à-dire que la classe politique peut toujours dire oui, mais cette demande n'est pas populaire, elle n'émane pas ce serait du une peuple. preuve assez concrète. Donc ils peuvent coucher quelque chose, alors que là, ça va ressortir au grand jour. Voilà, le fait que l'Union européenne soit dirigée comme une bureaucratie qui systématiquement va à l'encontre des peuples, c'est démontré de façon très claire et de façon objective par le référendum en Irlande, le référendum français sur le traité de Lisbonne et la Constitution pour l'Europe, etc., etc. Et même le Brexit, d'une certaine façon, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Donc, ne serait-ce que parce que ça révèle la fracture entre les élites dirigeantes et le peuple, entre les mandants et les mandataires, déjà, c'est une mesure qui serait utile, en fait. Voilà. Après, voilà, donc il y a énormément de choses qui est utile hein, si on mettait en place un référendum d'initiative citoyenne. Notamment tout ce que tu as évoqué. Moi aussi je vois le fait que le peuple en fait se réapproprie les décisions politiques, puisque aujourd'hui on parle souvent de crise de la représentativité, mais encore une fois d'où la démocratie devrait être représentative. Moi je dirais plutôt qu'il y a une dépossession en fait de la politique. Les gens sont dépossédés de leur vie quotidienne au final, parce que la politique c'est ça, hein, c'est la vie de la cité. En fait, les gens sont dépossédés de leur propre vie, des décisions qui concernent leur propre vie, et donc ce RIC, voilà, ça pourrait voilà, redonner comment dire, les gens pourraient se ressentir investis et impliqués dans la chose politique. Ça permet de faire société par le biais de la participation politique. Voilà. C'est-à-dire qu'on reproche souvent, notamment dans nos cercles, hein, c'est triste, mais aux Français de dire oh, c'est une bande d'abrutis. Oui, ils se désintéressent complètement de la politique Sauf aujourd'hui. Ils ont été désintéressés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur enlève les instruments de faire que leurs décisions ont de l'importance, il n'y a plus de raison a priori de s'y intéresser. C'est-à-dire que simplement dire il devrait voter tous les 5 ans pour le bon candidat et tout, non, parce que la participation civique c'est aussi comme un muscle, quoi. Quand on s'en sert pas, ça s'atrophie. Et à partir du moment où on confisque les instruments du destin politique via la représentativité, par des mécanismes qui s'approchent quand même beaucoup de la concentration oligarchique, faut pas s'étonner que les gens se désintéressent de ça, parce qu'ils disent mais de toute façon ma participation est niée, je suis dépossédé, donc c'est pas la peine. C'est-à-dire que c'est un apprentissage à refaire, ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de dire qu'on met en place le RIC, le peuple a raison, et puis tout va aller bien. Et ça c'est vrai qu'aussi, pour moi ça va aussi avec un système éducatif qu'il faudrait refonder en fait, parce que si effectivement là, en l'état actuel des choses, on met en place des référendums d'initiative populaire, il pourrait y avoir il pourrait y avoir quand même des décisions néfastes qui pourraient être prises à travers ça. Et ça effectivement c'est à travers pour moi effectivement là mettre en place un référendum d'initiative populaire c'est souhaitable, mais ça aussi ça part de danger en fait. Disons que ça doit faire partie d'un grand contexte aussi de redessiner les institutions politiques en France, quoi. Ouais, et je rejoignais ce que vous disiez sur
sur le désintéressement des Français en politique, ça vient aussi peut-être du fait que dans la représentativité, on a énormément professionnalisé la politique. Il y a des écoles de politique, il y a des écoles où on t'apprend ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, comment parler. Et du coup, on a l'impression que politique, c'est un métier à part entière, et on a l'impression aussi que nous, on n'a pas la formation nécessaire à comprendre tout ce qu'il y a derrière, et on s'en désintéresse. Oui, tout à fait. C'est un truc que la sociologie politique avait notamment beaucoup montré, et c'est un peu canonique. C'est-à-dire que pour beaucoup de Français eux-mêmes, il y a une sorte de nouveau suffrage censitaire qui fait qu'en fait, qui travaille par le fait que beaucoup de Français ne se sentent pas légitimes pour participer à la vie de la cité, parce qu'ils pensent que j'ai pas le niveau de qualification, etc. Ce qui est parfois vrai. Ce qui est parfois vrai. Mais de fait, ouais. ça crée un cercle vicieux dans lequel ces gens-là s'auto-excluent, et du coup, les gens qui restent, c'est les gens qui... En fait, voilà, il y a une classe, certaines classes sociales qui sont représentées, puis d'autres pas du tout, quoi. Après, ce mécanisme un peu dans lequel on est, où les politiques changent leur discours en fonction... en fonction des événements, etc., pour plaire aux électeurs, ça pourrait aussi se tourner dans comment dire, se tourner du bon côté, si jamais avec ce RIC, voilà, bon, ça leur plaira peut-être pas forcément les décisions des Français, mais du coup, ils voudront être au pouvoir, et donc ils... tant qu'il y a de la démagogie, autant qu'elle se fasse pour le bien de la nation, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Après, effectivement, c'est là où, voilà, justement, pour moi, ça a quand même ses limites. Pour moi, effectivement, c'est ça. C'est que autant il peut y avoir des choses très bonnes qui peuvent être faites. On l'a vu notamment en Suisse. Hein, les exemples de référendum d'initiative populaire les plus marquants, c'est en Suisse. Hein, c'est grâce à ça qu'ils ont interdit les minarets, qu'ils ont réclamé et obtenu l'expulsion des délinquants étrangers, ce genre de choses. Mais pour moi, voilà, il y a quand même un danger qui est sous-tendu aussi, donc ouais, par ce manque de culture et d'éducation de certains de nos concitoyens ou compatriotes. Et ça pose pour moi aussi la question de savoir si la démocratie, au final, est réellement le bon système. Moi, ce qui me marque quand on parle de populisme, c'est qu'en fait, souvent, le populisme, en fait, ça va être des mouvements démocratiques, donc des mouvements populaires, qui vont aboutir à un homme fort à la tête de l'État, qui va concentrer un peu, ou en tout cas, qui va concentrer la plupart des pouvoirs et des décisions. On le voit, Trump c'est l'exemple parfait. Et même sinon, il a quand même des, on pourra en discuter. Il a quand même des choses qui le bloquent pas mal. Mais justement, en fait, là, dans la vision qu'ont les gilets jaunes de la société, en tout cas telle que leur vision est présentée par les médias, c'est une société, voilà, où on instaure le RIC et où au final, le peuple peut décider de quelles lois on vote, quelles lois doivent être rejetées. Il y a même le référendum d'initiative citoyenne révocatoire pour eux, où on peut changer de gouvernant comme ça tous les 3-4 matins parce qu'il nous plaît plus, etc. Et ça, pour moi, c'est pas forcément non plus une société totalement souhaitable. Oui. Et là-dessus, il y a un livre très intéressant que je vous conseille, c'est le De Regno de saint Thomas d'Aquin, où il présente en fait les principes de base en fait de la politique et de la gestion d'une société. Et en gros, il explique qu'il y a 3 types de gouvernement. Il y a le gouvernement de la majorité, le gouvernement d'une minorité et le gouvernement d'un seul. Et ces gouvernements-là, en fait, peuvent être dirigés soit vers le bien commun, soit vers les intérêts particuliers. Et donc, soit prendre de bonnes décisions, soit prendre de mauvaises décisions, en fait. Bon, on se rend compte que là, c'est très manichéen dit comme ça, mais en fait, évidemment, dans chacun des 3, il y a souvent des bonnes décisions qui sont prises et des mauvaises. Ça, c'est évident. Mais en fait, ce qui ressort, c'est que donc, les noms qui donnent, c'est démocratie pour le gouvernement de la majorité qui va dans le sens des intérêts particuliers, c'est la démocratie. Le gouvernement de la majorité qui va dans le sens du bien commun, c'est la politie. En revanche, le gouvernement d'un petit nombre qui va dans les intérêts particuliers, c'est l'oligarchie. Et le gouvernement d'un petit nombre qui va vers le bien commun, c'est l'aristocratie. Et enfin, pour ce qui est du gouvernement d'un seul, un seul allant vers ses intérêts particuliers, c'est la tyrannie, alors qu'un seul allant vers le bien commun, c'est la monarchie. Donc voilà, ça c'est pour un peu la base du vocabulaire qu'il emploie. Et voilà, comment dire, aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, on tend vraiment à aller vers une oligarchie. C'est-à-dire il y a un petit groupe de personnes qui se cooptent, qui servent leurs propres intérêts. Et au final, dans le De Regno de saint Thomas d'Aquin, il nous explique que
quand vous avez le gouvernement de la majorité, c'est le moins efficace. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, c'est le moins efficace. L'oligarchie, c'est entre les deux. Et le gouvernement d'un seul, c'est le plus efficace. C'est-à-dire que vous avez une personne qui a toutes les décisions entre ses mains et qui va aller vers le bien commun, ça va être le plus efficace pour aller vers le bien commun, mais s'il va vers ses propres intérêts, c'est aussi le plus efficace contre les intérêts du peuple. Et c'est là que voilà, justement le populisme pour moi va d'une certaine manière dans le bon sens, parce que souvent ce populisme, en se basant sur la démocratie en fait, en se basant sur un mouvement populaire, va choisir de mettre à sa tête un homme fort, en tout cas qui se veut être un homme fort. Une incarnation voilà. de la volonté populaire. C'est-à-dire que la différence entre la démocratie telle qu'elle est pensée par les populistes, ce qu'on a pu appeler la démocratie illibérale, qui est d'ailleurs pas un mauvais terme, c'est vrai que pour moi j'assume intégralement. Contrairement à la démocratie libérale, c'est que la démocratie n'est pas considérée comme une fin, mais comme un moyen. Et du coup, paradoxalement, n'est pas intéressée par le côté procédural de la démocratie. C'est-à-dire que si la démocratie doit passer par une figure tutélaire qui incarne la volonté du peuple, voilà. pour faire respecter ses intérêts, ses valeurs, ses principes, et bien ainsi soit-il, c'est très bien. Voilà. Si ça passe par une forme plus éclatée, très bien aussi. Mais disons qu'aujourd'hui, avec la contestation de l'état de droit, tout ce qu'on a pu appeler le gouvernement des juges, la technocratie, les gens disent non, on veut plus de système sans visage désincarné, on veut de la démocratie à visage humain, quoi. Oui. Après, pour moi, la limite quand même de ça, c'est qu'on part du principe que la volonté populaire doit être suivie. Alors qu'en fait, je pense que c'est oublier aussi une chose, c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Oui, bien sûr. Oui. Et donner un blanc-seing en fait au peuple, je pense pas que ce soit forcément nécessairement une très bonne idée. Il y a Marine Le Pen qui disait récemment qu'elle rejetait le conservatisme de sa nièce Marion, parce que pour elle, donc pour Marine Le Pen, le peuple doit pouvoir changer l'ordre social comme il le souhaite. En fait, non, le peuple peut prendre de mauvaises décisions. Bien sûr. Mais après, le principe de la démocratie, contrairement à ce qu'avait voulu nous faire croire une fraction de la gauche dans sa version radicale libertaire, la démocratie, c'est pas l'instrument par lequel le peuple a raison, c'est simplement l'instrument par lequel le peuple prend des décisions, qui après, évidemment, peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais disons que le fait de prendre des décisions bonnes ou mauvaises, c'est pas l'apanage d'un seul régime, et il semblerait quand même qu'aujourd'hui, à l'époque de la société de masse, la société post-industrielle, post-moderne, que nos soi-disant élites sont d'une qualité qui décline de façon vertigineuse. C'est-à-dire que même en 10 ans, la qualité des hommes d'État a baissé de façon drastique, ce qui est quand même très inquiétant. Et je pense que c'est le point de rupture où en fait tous les systèmes qu'on a pu citer à l'époque de la société de masse vont éclater. Tous vont se casser les dents sur une société qui ne peut plus tenir debout. Donc le RIC, ça peut être un moyen, ou le référendum d'initiative populaire, le nom n'est pas très important, de réinstaurer dans l'idée des gens que la vie de la cité concerne tout le monde et que ça passe par une redessiner la politique par des vraies communautés enracinées. C'est pour ça que c'est une approche qui est sur deux jambes, qui est à la fois populiste et identitaire à mon avis. Et c'est pour ça qu'aussi effectivement le RIC, ou en tout cas n'importe quel système en fait de démocratie directe en fait, fonctionne beaucoup mieux à petite échelle qu'à grande échelle aussi. Maintenant on l'a vu tout au long du Moyen-Âge, notamment à l'époque féodale. Il y avait des systèmes de démocratie directe qui existaient à échelle locale en fait, à échelle du seigneur, du village. Non, c'est vrai, parce qu'à partir du moment où il y a un grand nombre de personnes qui votent pour le même sujet mais qui sont complètement éparpillées dans la France, je veux dire, quelqu'un qui habite peut-être dans le sud à Toulouse n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne dans le nord, et c'est vrai que je pense que oui, en effet, si c'est plus local et plus dans une zone plus restreinte, c'est vrai que ce serait plus adapté. Mais donc le localisme, c'est pas juste quelque chose qui permet de manger de la salade au quinoa sans gluten en polluant moins, quoi. Ça permet également de faire en sorte de respecter le principe de subsidiarité aussi. C'est ça. Qui pour le coup est un principe qui à mon avis devrait faire l'unanimité quand on se dit de droite. C'est-à-dire que c'est à la fois un principe qui respecte le sens de la hiérarchie, la diversité des communautés, et qui en même temps respecte un certain égalitarisme, non pas au sens de la gauche, mais au sens de la droite, c'est-à-dire le statut de citoyen mérité des hommes d'honneur qui se rassemblent pour décider du destin de la cité, quoi. C'est vrai que Derrick, tu évoquais le fait que le système de monarchie était le plus efficace. Et c'est vrai que dans l'histoire, finalement, les régions, elles avaient beaucoup plus d'indépendance et finalement elles se géraient, et même s'il y avait un homme fort, elles se géraient quand même d'une disons que locale. après, ça c'est encore une autre discussion, mais on peut en dessiner les grands traits déjà. Sur la question des régimes politiques, il ne faut quand même pas oublier non plus
que la monarchie s'est à peu près intégralement cassé les dents sur l'arrivée de la société de masse. C'est-à-dire que à partir du moment où on a vu l'industrialisation, l'urbanisation, la transnationalisation des communications et des transports, il a fallu réformer ou perdre la monarchie, quoi. Elle n'a pas pu garder sa forme originelle. Après Casser les dents dessus, monarchie, attention, ne signifie pas royauté. Oui, mais même un empire, parce que c'est-à-dire que même les empires qui se sont constitués ont dû développer une classe d'administrateurs aristocratiques, etc. C'est-à-dire que les régimes ont dû changer parce que les conditions concrètes de gestion de la société n'étaient plus les mêmes aussi. Donc après, oui, pourquoi non, après, évidemment, il faut forcément il y a forcément donc des gens qui gravitent autour du monarque, mais après, enfin, moi je pense là, par exemple, à Poutine, qui n'est pas un roi, qui n'est pas un empereur, mais qui pourtant, le régime actuel de la Russie fonctionne, et en tout cas c'est ce qui lui est reproché par beaucoup de ses opposants, fonctionne sur un système quasi monarchique. Et on voit que ça marche en fait. Donc là, si on veut parler de Poutine, il semblerait qu'il veuille se rapprocher d'un modèle de, comment on pourrait dire ça, de semi-despotisme, semi-éclairé, c'est-à-dire que c'est quand même démocratique dans le sens où il y a quand même des élections, et qu'il y a quand même un véritable assentiment populaire, il semblerait. Maintenant, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a les rênes du pouvoir, s'en sert de façon, on peut le dire, autoritaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il semblerait que ce soit un modèle qui soit en train de se dessiner. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une monarchie? Bon, après, à moins de jouer sur les mots, je sais pas. Non, mais après, effectivement... C'est une sorte d'accord tacite entre un peuple qui accepte de léguer du pouvoir tant qu'il est représenté dans ses intérêts, et un leader qui concentre du pouvoir, mais qui comprend que sa position... Tous les premiers droits de France étaient élus. Tous les premiers droits de France ont été élus par leur père. En fait, la monarchie, c'est pas l'absence d'élection. La monarchie, c'est vraiment, encore une fois, le fait que les prises de décision, en fait, soient dans les mains d'un seul homme. Et ça pour moi, c'est vraiment la chose vers laquelle il faut se diriger, même si effectivement ça n'empêche pas d'avoir des élections pour choisir qui doit être cet homme, etc. Mais avoir des élections signifie aussi, je le disais au début, avoir un système éducatif sain qui transmette des valeurs en fait. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la base du combat pour moi démocratique, en fait, il est effectivement dans l'éducation, dans l'information, parce qu'aujourd'hui... Ouais, il y a des gens, on le disait, qui estiment ne pas avoir suffisamment de compétences pour voter, et il y en a qui, pour qui c'est vraiment le cas, quoi. Mais pour moi, vas-y Ania, vas-y. Non. C'est juste pour dire que, en soi, c'est vrai, théoriquement c'est vrai. Aujourd'hui, les gens qui nous précipitent dans le marasme politique et social dans lequel on est, c'est pas, je sais pas moi, les ouvriers fraiseurs de la banlieue de Villeurbanne, ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus les comment dire. C'est les gens intelligents qui nous fendent de la merde. C'est les CSP+, les gens qui ont un QI à 3 chiffres. Il ne s'agit pas de faire un éloge de la bêtise, c'est pas ça du tout. Oui, mais c'est quand même les classes supérieures qui ont fait sécession, qui sont arrogées le pouvoir politique et qui font systématiquement toutes les conneries possibles et imaginables à tous les niveaux. Mais justement parce que... Donc la peur de la plèbe, donc à mon avis, la peur de la plèbe, dont on voit toujours des rémanences à droite, c'est vraiment une erreur, à mon avis, de choix historique dramatique, qui fait qu'on ne voit pas ce qui est juste devant nous. Le problème n'est pas que le peuple soit trop con pour gérer ses problèmes. Le problème, c'est que les représentants qui sont supposément très intelligents, bardés de diplômes, etc., nous amènent tout droit dans le mur. Oui, mais justement, en fait, pourquoi est-ce que le niveau de conneries politiques est égal au niveau d'études? Plus on fait d'études, plus on va dire de la merde politiquement. Mais parce que justement, le système éducatif aujourd'hui est totalement gangréné, parce que plus effectivement vous restez dans le moule de l'éducation nationale et puis ensuite de l'université, etc., plus on va vous inculquer des atrocités et des choses qui sont, qui sont militantes, partisanes, etc. C'est partiellement vrai, mais à mon avis, ça n'explique pas tout, parce que même les systèmes qui n'ont pas été cooptés par l'extrême gauche dans d'autres pays, on voit que la concentration des élites et son incapacité à amener du sang neuf, tout de suite, ça calcifie complètement une classe politique qui finit toujours mal. C'est-à-dire que les aristocraties, Pareto disait l'histoire, c'est le cimetière des aristocraties. C'est très vrai, parce que quand les aristocraties commencent à vieillir, elles ne sont plus capables de se régénérer, elles deviennent oisives, dégénérées, complètement atterrées par le bien particulier, matérialistes, plutocrates, tous les défauts qu'on veut. Sûr. Et voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, déverrouiller l'accès à la décision politique, c'est justement moins de revitaliser la décision et d'éviter qu'on ait Macron pour 1000 ans, quoi. Parce que là, c'est un peu le destin qui se fait en France avec ces saloperies d'ENA, de grandes écoles et tout. C'est un système d'autoreproduction complètement incestueux qui fait que vous allez avoir les mêmes crétins de plus en plus bêtes qui vont gérer le pays en étant persuadés de faire des choses formidables tout le temps, quoi. Et c'est quelque chose qui devrait être évoqué, quoi.
Oui, en revenant sur l'éducation politique qu'on peut fournir, alors pour ceux qui ont été dans des établissements publics, c'est encore plus vrai. Je pense que ceux qui sont sortis du lycée et généralement du bac général, rappelez-vous des cours qu'on vous donnait, qui aujourd'hui je crois s'appelle le CJS. Rappelez-vous de ce qu'on vous demandait d'y faire et comparé à votre culture politique aujourd'hui, vous allez voir, c'est flagrant. On vous apprend des conneries. Voilà. CJS, c'était l'éducation civique, c'est ça? Éducation civique, juridique et Sociale, non D'accord, ok. Ouais. C'est Moi, un peu, voilà, un petit on cours, disait encore éducation civique. Ouais, pareil pour moi. Ouais. Team vieux. C'est ça, il y a une fracture générationnelle au sein de la... Au sein du sein du panel. podcast, mais Ouais, c'est ça. oui, non, mais t'écoutais un prof, alors moi en plus c'était. Alors généralement c'est des profs d'histoire, bien communistes, Oui. qui te demandent de faire on avait dû faire un exposé, je me souviens, il fallait prendre des sujets. J'avais trouvé un sujet où j'avais pu m'exprimer à peu près librement, mais vu la note que j'ai eue, j'ai compris qu'avec certains profs, faut pas s'exprimer trop. C'est facilement orienté, oui. Bah, moi je me souviens, mon prof d'histoire en 3ème qui nous avait dit non mais tous les profs sont de gauche, et surtout les profs d'histoire qui sont d'extrême gauche, le gars était trotskiste, et nous disait mais de manière très tranquille quoi. Enfin, tous les profs d'histoire ont été comme ça, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mon quoi. prof d'histoire au collège était anarchiste et nous avait dit de façon très sérieuse, nous avait sorti de façon très sérieuse la phrase apocryphe de Marie-Antoinette, ils n'ont pas assez d'argent pour manger du pain, qu'ils mangent de la brioche. Oui, alors qu'on sait que c'est complètement faux. Voilà, ça, mais effectivement, quand j'ai fini par m'intéresser à l'histoire un peu plus, enfin voilà, de façon un peu plus sérieuse, effectivement, je me suis rendu compte qu'il nous avait quand même fourni pas mal de conneries. Même si après son côté anarchiste était assez intéressant, et je pense le différencier un peu de prof trotskiste ou maoïste, parce qu'il avait du coup une certaine détestation pour la République, et donc en fait il crachait autant sur la monarchie que sur les révolutionnaires. Voilà, enfin, il nous avait, je me souviens qu'il nous avait démoli la prise de la Bastille en nous disant oui, enfin voilà, ils ont libéré 7 fous dangereux et un sadomaso. Merci du symbole quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, enfin, là on parle de l'éducation nationale, mais c'est vrai que tous les corps qui sont théoriquement censés garantir la bonne santé d'une société démocratique dans laquelle le peuple est souverain de lui-même sont pourris. Oui, ça. L'éducation, les journalistes, voilà, l'éducation, les médias par le jeu de l'hyperconcentration, la domination de la publicité et compagnie. Bon, c'est complètement perdu. C'est qu'aujourd'hui, un journaliste, c'est quoi? C'est un blogueur qui est payé au salaire minimum pour nous expliquer qu'il faut utiliser des pronoms et dénoncer les racistes sur Twitter, quoi. Enfin, c'est comme d'un niveau absolument affligeant. Et c'est vrai partout, la télévision c'est ça, même le domaine scientifique c'est ça, et c'est globalement répandu, quoi. Et à mon avis c'est pour ça que le repenser vers une plus grande participation citoyenne, je suis pour, à deux conditions: que ça se fasse dans un contexte en gros de reprise de contrôle identitaire, très clairement, c'est-à-dire que la France appartient aux Français, dans ses régions, dans ses patries, et du coup tolérer qu'un peuple étranger puisse participer à la politique sur son propre peuple, c'est suicidaire à mon avis. Ah oui, ça évidemment. Oui, et ça se joue également dans un contexte où en gros il faut reprendre une société à échelle humaine, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut comprendre qu'on vit dans une société de masse, que c'est un choix qui est à obsolescence programmée et qu'il faudra refaire une société de communauté au pluriel, quoi. Mais c'est vrai que oui, effectivement, là on parlait un peu dans le vague de démocratie, tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, quand on parle de démocratie, de peuple, etc., on parle de notre peuple, évidemment. Voilà, on partait du principe que la remigration avait déjà eu lieu, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle de droit de vote des étrangers, dans n'importe quel pays sain, l'image qu'on doit avoir en tête, c'est celui d'un traître, quoi. Droit de vote des étrangers, c'est-à-dire qu'en gros on laisse la clé à l'envahisseur de faire ce qu'il veut chez nous alors qu'il n'a aucun intérêt. Le fait de tolérer des hommes politiques qui aient la binationalité, en tout cas extra-européenne, c'est un scandale, quoi. Ils vont autant, il n'y a qu'à voir avec certains politiques entre guillemets qu'on a, que ce soit Obono et compagnie, ou la récente qui est porte-parole du gouvernement, oui, voilà. Sibès Ndiaye. Tout à fait, qui se revendique autant de son pays d'origine que de son pays actuel. Et si jamais il y a un conflit un jour entre ces deux pays-là, rien ne nous garantit qu'elle choisira celui qu'elle gouverne. Oui, et puis au-delà de la question de la loyauté, c'est aussi que c'est-à-dire que ces gens-là se comportent en fait en France comme si c'était un peu une expérience ou une petite carrière, puis le jour où ça foire, ils retournent dans leur pays d'origine. Manuel Valls. C'est un Erasmus politique, quoi. C'est ça, c'est Manuel Valls. C'est-à-dire que le mec vient en France, il fait ses saloperies, il se rend compte que tout le monde déteste, il retourne en Espagne. Alors, en Catalogne. Bon, du coup, il se fait bolos là-bas, donc c'est assez plaisant. Il a perdu les élections. Voilà, avant-dernier, il a été. Voilà. Avant-dernier, ah oui, dur. Donc, j'avais pas suivi, voilà, donc Manu s'est bien fait victime chez lui, donc ça fait plaisir. Mais c'est quand même absolument intolérable qu'un type qui soit naturalisé en 82 puisse briguer la présidence, enfin les primaires, vu qu'il les a ratées, hein, voilà. Et ensuite revenir dans sa Catalogne natale pour dire oui, mais en fait, j'étais vraiment chez vous tout le long. C'est insupportable, quoi. Enfin,
Bref. J'ai une petite question, parce que tu as dit un truc qui m'a fait un peu tiquer. C'était quand tu parlais des journalistes, des professeurs, etc. Et tu as aussi mentionné la communauté scientifique. Tu pourrais développer? Oui, alors moi, très simple, c'est qu'en fait, on nous présente, bon, c'est un relique de l'époque des Lumières, mais qu'en gros, comment on pourrait dire ça? La communauté scientifique, notamment en France, qui est sous contrôle de l'État, bon, c'est pas forcément pire qu'une autre, mais ça, c'est mot aussi, fait qu'en gros, on a une communauté de spécialistes qui prennent un malin plaisir à nous vendre le préjugé contre les préjugés. Ça, c'est la grande idée des Lumières, c'est qu'en gros, il faut se battre contre les préjugés. Mais pour reprendre la phrase de Renaud Camus que je trouvais assez amusante, ils ont voulu détruire les préjugés, pas de bol, c'est les préjugés qui avaient raison. C'est-à-dire que, en fait, le premier des préjugés, c'est celui contre les préjugés, et qui est partagé par beaucoup de la communauté scientifique, ce qui fait qu'on va toujours vous inviter l'historien expert pour vous expliquer qu'en fait, non, il y a toujours eu de l'immigration en France. Enfin, Gérard Noiriel, toute sa carrière, c'est ça. Le musée de l'immigration et toutes ces saloperies, c'est lui. Alors qu'en fait, c'est n'importe quoi. J'ai lu récemment un article sur un livre qui est sorti, Histoire des Blancs, où elle nous explique que en fait, les Blancs se sont construits justement en étant des migrants, parce que ben oui, forcément il y a eu des migrations internes à l'Europe, alors du coup voilà, les Blancs étaient des migrants, en plus voilà, les Blancs se sont rendus, esclavagisés entre eux, du coup voilà, le Blanc en fait c'est un migrant esclave, oui, et il y a tout ça, et pareil, on va toujours nous inviter il y a les historiens, il y a l'économiste, figure fondamentale de la sociotechnocratie française, alors que les types ils voient rien venir depuis 50 ans, toujours les premiers à donner des leçons dans un sens ou dans l'autre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème où le corps scientifique est pourri d'idéologie en France, quoi. On se souvient de Françoise Lhéritier, qui est morte il y a quelques années, qui était anthropologue et qui nous expliquait que les différences biologiques entre les hommes et les femmes étaient dues au fait que pendant la préhistoire, les hommes confisquaient la viande des femmes et que la réduction d'apport en protéines a atrophié la croissance physique des femmes et que ça s'est propagé sur les générations et que le patriarcat ça fonctionnait comme ça, quoi. Alors que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a tout ce truc là. Il faut se souvenir que la France a publié des trucs absolument délirants en termes de sa communauté scientifique, même pour les sciences humaines. C'était, je crois, Danielou, qui était un des grands orientalistes français, qui était un spécialiste de l'Inde, disait que même chez les hindouistes, les spécialistes de l'Inde en France, il y avait un biais islamophile hallucinant qui faisait qu'on ne pouvait pas reconnaître les massacres de la colonisation musulmane de l'Inde, par exemple. C'était interdit. Enfin, je pourrais faire une liste, mais ce serait pas très intéressant, mais le corps scientifique a été complètement pourri en France, quoi. Enfin, le CNRS, c'est une horreur, hein. Le bouquin de Demoule sur les Indo-Européens, c'est un monument, quoi. C'est-à-dire que le type est couronné par je sais pas combien de prix de l'Académie française pour nous expliquer que les Indo-Européens non seulement n'ont pas existé, que la théorie linguistique indo-européenne est douteuse, et qu'en parler, c'est être plus ou moins un nazi, alors que le mec n'est même pas linguiste. Enfin, c'est formidable, quoi. Je trouve ça génial. Enfin bon, bref, c'est un sujet sur lequel je pourrais durer, quoi. Après, oui, je pense que le corps des géologistes n'a rien à se reprocher. Mais voilà, parce que quand t'as dit communauté scientifique, je me suis dit, bon, les physiciens, quand même... Non, je sais pas. Encore que je pense qu'en fouillant un peu, on peut trouver 2-3 thèses. Mais voilà, et puis pareil, les biologistes, les généticiens, qui sont les premiers à nous expliquer. S'il y a des scientifiques parmi nos auditeurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous connaissez des scientifiques qui ont publié des thèses un peu douteuses d'un point de vue idéologique ou politique. Après, j'en ai un, moi, c'était pas un très très grand politique, surtout scientifique, surtout une grosse image médiatique aux États-Unis. C'était un gars qui s'appelle Bill Nye, qui avait toute une émission dans laquelle à un moment il avait dit, il avait lâché comme ça que le genre ça s'inscrivait sur un spectre. Alors là, d'un coup, aux États-Unis en tout cas, il a perdu énormément de sa crédibilité. Oui, pour expliquer, Bill Nye c'était un peu un personnage d'émission pour enfants, c'était l'équivalent de l'animateur de l'équivalent de C'est pas sorcier aux États-Unis, qui était, alors que je crois qu'il a un diplôme en ingénierie technique, il a déposé quelques brevets, donc quelqu'un dont on pourrait penser qu'il a comme un certain sérieux scientifique, qui a fait une émission très populaire pour les gamins de vulgarisation scientifique, qui a eu une grosse traversée du désert et qui est réapparu à l'époque SJW et tout, pour nous faire un spécial sur Netflix où il nous expliquait qu'un morceau de hip-hop ridicule à l'appui d'une comédienne à moitié en string, c'était absolument atroce. Il expliquait que le genre c'est un spectre, mets-toi des trucs dans le cul, quoi. Et littéralement, c'était dans les paroles et tout. Enfin bon, bref, et c'était dramatique à quel point c'était un signe d'effondrement du prestige scientifique, quoi. Enfin, c'était très triste. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut vraiment reprendre ces domaines-là pour former j'ai envie de dire de bons citoyens, mais j'aime pas tellement ce terme, mais que reformer des Français. Un peuple noble et responsable. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que la seule moyen de conserver ce qui peut encore l'être, c'est par une révolution. Mais ça, c'est encore autre chose.
Du coup, à mon avis, on peut. Donc là, on a parlé beaucoup en France, la question du RIC, la France. Bon, ça, à mon avis, ça peut s'étendre à l'Europe. Hein. On voit bien que le mouvement populiste ne s'arrête pas du tout à la France. Du coup, ce qui me permet, par cette habile transition, de parler de ce qui se passe outre-Atlantique. Parce que moi, j'avais envie de parler d'un personnage qui est hautement important à notre époque, qui est l'inénarrable Donald Trump, qui polarise beaucoup en France. Bon, évidemment, la gauche le déteste, bon, ça c'est évident, mais c'est pas non plus comme si la droite, au sens le plus large du terme, l'aimait bien. La droite parlementaire le déteste, à mon avis, pour les pires raisons possibles, et même dans la droite enracinée, la droite patriote, c'est un personnage qui ne fait pas l'unanimité, mais je vais tenter de... alors c'est d'une certaine façon un plaidoyer, hein, j'assume, en disant que ce que fait Trump, enfin deux choses. Premièrement, il incarne un réalignement populiste profond aux États-Unis, et qu'à mon avis nous donne beaucoup de clés pour comment faire en sorte que ça fonctionne en Europe. Et ensuite que beaucoup des choses qu'il fait, enfin voilà, c'est un exemple à suivre sur plein de domaines. Mais évidemment qu'en tant qu'Européens, on n'est pas des Américains, et du coup il ne faut pas simplement copier ce qu'ils font, et qu'il y a des choses critiquables que Trump fait, évidemment. Et donc en fait ce que je voulais dire, c'est que commencer en parlant de la couverture médiatique de l'élection de Trump, enfin de sa candidature à l'élection présidentielle en 2016, donc qui a duré pendant l'année 2015 et 2016. Le traitement français était absolument affligeant. C'est-à-dire qu'on voyait que les journalistes se contentaient de reprendre des articles de CNN ou d'NBC quand ils ne se contentaient pas de recracher des dépêches AFP approximatifs. Enfin, c'était d'une nullité absolue. Et je me souviens notamment d'un article, je crois que c'était sur Libé, mais c'était peut-être les Inrocks, où il disait Donald Trump, ce candidat ultra conservateur. Et à l'époque, je dis, mais c'est vraiment un naufrage de la pensée, parce que c'est absolument faux. C'est-à-dire que, pour le meilleur et pour le pire, à mon avis pour le meilleur dans le contexte actuel, Trump n'est pas conservateur. Il n'est pas conservateur du tout. Et c'est-à-dire que Trump est populiste. Il est nationaliste et il est populiste. Ces deux choses-là, c'est évident, il l'est. Il s'inscrit dans une longue tradition américaine. C'est-à-dire que le populisme, à la base, c'est un mot américain qui désigne une tradition politique américaine d'alliance de certaines classes économiques contre un pouvoir central qui est considéré comme despotique, ultra centralisé et corrompu. Et donc une demande de participation politique et de justice sociale. Mais dans un angle qui pour le coup est très conservateur, très communautaire en fait. Et Trump incarne tout à fait ça. C'est-à-dire que Trump n'est comment dire, en fait voilà, ce qu'il a fait, et à mon avis ce que l'on devrait faire en termes de discours politique, c'est qu'il a complètement chambardé la pyramide des hiérarchies politiques de l'époque. C'est-à-dire que la droite américaine vivait en gros depuis Reagan, donc depuis 1980, sur baisser les taxes, évangélisme chrétien, et faire la guerre à l'étranger quand ça nous plaît. Et Trump a complètement dégagé ça, et Trump dit protectionnisme, arrêt de l'immigration, arrêt des interventions politiques désastreuses à l'étranger. Tout en gardant les liens avec les milieux évangélistes. Bien sûr, parce qu'après on fait pas de la politique tout seul, donc évidemment il doit composer avec l'environnement réel, mais l'offre politique qu'il a apportée sur ces 3 points était radicalement nouvelle, et il a balayé l'électorat avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, en une campagne de primaire, c'est absolument incroyable, en un an, il a éclaté tout le monde avec une offre politique qui était considérée comme scandaleuse, marginale et inaudible. C'est-à-dire que les gens qui étaient programmés pour gagner, bon c'était quoi? C'était Jeb Bush, qui était l'héritier de la dynastie Bush, qui était mais infâme, c'est-à-dire oui, il faut atteindre 4% de PIB, il faut baisser les taxes sur les machins, enfin ça n'avait aucun intérêt, il faut plus ouvrir les frontières pour nous enrichir toute cette culture, tous ces gens qui veulent travailler, etc. Et tout l'argumentaire conservateur sur les Mexicains, en fait c'est des conservateurs parce qu'ils sont catholiques, qu'importe le fait que les mecs dès qu'ils soient là ils votent pour l'extrême gauche, enfin c'est pas grave. Et donc ce qui s'est produit, c'est qu'il est arrivé avec une offre complètement nouvelle, et il a pris tout l'électorat blanc américain avec ça, quoi. Et ce qui est intéressant dans sa rhétorique, c'est qu'il a pris les thématiques qui étaient très importantes par avant, les a mis en arrière-plan ou les a dégagées carrément, et en fait, avec ces nouveaux thèmes, a dit voilà, ce qui se joue à notre époque, c'est ça. C'est-à-dire que les combats précédents, même s'ils peuvent être légitimes, ont été perdus, ou sont en train d'être perdus. Là, il y a les combats fondamentaux qu'il faut mener maintenant pour l'avenir. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené de nouveaux items sur la table. Il a choisi d'en marginaliser d'autres. Et on voit que dans le choix des items qu'il a fait, il n'est pas du tout conservateur. C'est-à-dire que on sait que Trump n'est pas très chrétien, c'est une évidence qu'il n'est pas religieux. Bon, il a trompé sa femme plusieurs fois, il a eu, je sais pas, 3 ou 4 mariages. Bon, c'est une évidence qu'il attache très peu d'importance à ça. Même si on a parlé un petit peu, mais on voyait que c'était simplement pour ça. Il y attache de l'importance d'un point de vue identitaire et d'un point de vue structuration de la société, en fait. Voilà. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit vraiment animé par la foi ou qui ressente la présence divine. Bon, je pense pas.
Encore que ça, c'est le secret de son âme. Hein, c'est le secret, mais son comportement ne traduit pas d'un comportement hyper chrétien. Je pense que peut-être il a, quelques affinités avec certains chrétiens qui ont plus ou moins ses idées, mais ça s'arrête là. Voilà, pour moi c'est ça. Mais c'est pas quelqu'un qui étudie la Bible 1 heure par jour. Non, évidemment, évidemment. Pareil, sur la question économique, alors effectivement il a fait une grosse tax cut, enfin une grosse baisse des taxes pour la classe moyenne. À mon avis, c'était plutôt pour se présenter un peu comme le continuateur et le successeur de Reagan qui avait fait pareil. Mais en réalité, son discours est relance par la demande, ce qui est keynésien, utiliser la baisse des taux d'intérêt à son avantage pour refaire l'infrastructure, financement de tout ce qui nous intéresse, et hyper protectionnisme. Ce qui sont des choses qui sont, mais... Enfin, c'est vraiment l'inverse intégral du programme économique des conservateurs américains depuis les années 80, et c'est ce qu'il a proposé. Pareil sur l'immigration. On dit souvent que la gauche immigrationniste, c'est une évidence. On oublie le rôle criminel que la droite a joué aux États-Unis et en France aussi dans la promotion de l'immigration et du sans-frontiérisme. Et Trump s'est mis, bah non, maintenant on va faire un mur, et les dealers et les violeurs, ils vont rester dehors, quoi. Et je dis, attends quoi, mais t'as pas le droit de faire ça. Si, voilà. Maintenant on va choisir qui rentre chez nous. Et il a dit un truc qui était très vrai. Une nation qui ne choisit pas qui habite chez elle n'est pas une nation. Une nation sans frontières, c'est pas une nation, c'est une évidence. C'est un HLM. Voilà, c'est vrai que sur ce sujet, il y allait très franco, avec un langage très simple et assez bourru. Oui. Et ça lui a valu, je pense, une montée dans les sondages. Oui, ce côté un peu, je vous dis quelque chose et vous comprenez. On va construire un mur, les gars. Voilà. C'est ça, d'un point de vue sociologique, c'est clair aussi qu'il a fait le choix justement de casser, d'un point de vue image en fait, il a cassé avec justement tout ce qui était technocrate, des gens prétendument d'une élite plus cultivée que la moyenne, etc. Et lui il a dit, voilà, je suis le mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, voilà mes couilles, je les pose sur la table, et tous ceux qui se reconnaissent dans mon modèle, bah votez pour moi en gros. Voilà. Là, il a vraiment aussi, il a vraiment cherché en fait à s'adresser au cœur des électeurs, vraiment à leurs émotions. Il a pas cherché à les embrouiller avec des chiffres, des trucs de PIB, des machins. Il leur a dit, voilà, vous aussi ça vous fait chier que votre fille se soit faite violer par des Mexicains, bah moi aussi ça me fait chier. Et voilà, il a vraiment voilà, mais c'est-à-dire qu'en fait cette carte-là. Il a ramené la politique d'un plan gestionnaire sur des questions d'ajustement et d'intérêt négociable à une conception existentielle. Les valeurs du bien, du mal, de la vie et de la mort et du futur, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment rapporté sur des choses fondamentales. C'est-à-dire quand il nous dit, oui, ce qui a fait beaucoup ricaner ces crétins de journalistes français qui disent, oh, Trump, il parle mal, il parle comme un gogol et tout. C'est vrai qu'il a un parler très imagé, très particulier, mais c'est aussi parce que c'est... comment dire ? En fait, c'est comme ça que parle l'américain moyen. Alors, c'est vrai que Trump a un parler très étrange. Hein. C'est-à-dire que c'est un mélange d'un enfant de 12 ans et d'un mafieux. c'est très particulier. Il y a du redneck aussi, un peu. Oui, c'est ça. Mais après, c'est quelqu'un dont on voit que l'important pour lui, c'est de parler des sujets de la façon la plus efficace possible en mobilisant une image mentale immédiate. Quand il parle, on voit immédiatement de quoi il parle. Il n'y a pas d'embrouille, de machin, de trucs. Donc des fois, c'est-à-dire que même son usage de la fake news est formidable. C'est-à-dire qu'il a créé la semi-fake news. C'est une vérité parallèle. C'est ça, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que sur Twitter, il avait posté... c'était en pleine période Black Lives Matter, on disait oui, les policiers blancs massacrent les noirs dans la rue, limite à vue et tout. Et Trump retweet un compte qui dit 95% des noirs qui meurent par arme à feu meurent aux mains d'autres noirs, notamment dans les affaires de gang. Levé de bouclier des médias, non, c'est complètement faux. Qu'est-ce qu'ils font ? Fact-checking. La vraie réponse, c'était genre pas 95%, mais genre 91%, quoi. Et donc les journalistes qui se mettent à retweeter très fièrement, haha, Trump s'est trompé, cet abruti, c'est pas du tout 95%, c'est 91%. Et les gens se disent, mais c'est exactement pareil en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Trump, il a dit sur Twitter, mon Twitter est tellement fort que je peux forcer mes adversaires à dire la vérité. Et c'est ça qu'il fait en fait. C'est-à-dire qu'il utilise des techniques d'appât et de gain et de feinte, notamment en termes de communication. Et il arrive à créer véritablement à lui tout seul quasiment une nouvelle offre politique, quoi, à laquelle l'électorat répond de façon extrêmement positive, puisque depuis le début de sa présidentielle, sa cote de popularité augmente. On a vu un peu la même chose avec des personnages qui ne rapprochent pas du tout de Trump au niveau de l'image, mais avec Nicolas Dupont-Aignan et Bellamy qui ont eu une passe d'armes sur LCI, je crois, où NDA a dit à Bellamy, oui, tous vos députés ont voté pour le pacte de Marrakech. Non, c'était pas Bellamy, c'était Wauquiez, pardon. Wauquiez qui lui rétorque de façon très fière, non, voyons, ils ont tous voté contre. Et Wauquiez a eu le malheur de dire, de toute façon, maintenant qu'il y a des fact-checkers qui peuvent vérifier les informations, vous verrez que demain on aura des articles qui diront que tous mes députés ont voté contre le pacte de Marrakech. Et du coup, c'est justement les journalistes de Libé de checknews.fr qui là c'est Check News qui a fait l'article en disant, en gros, en titrant Laurent Wauquiez nous a cité sur LCI, il n'aurait pas dû.
Et du coup, c'est vrai que voilà, au final, il y avait des députés qui ont voté pour, des députés qui ont voté contre. Une majorité avait quand même voté pour. Mais du coup, effectivement, les deux ont balancé des mensonges, ce qui a permis effectivement de faire éclater la vérité, c'est-à-dire que les LR sont des abrutis et des imposteurs. Voilà. Mais après, donc effectivement, il y a ce côté-là, effectivement, il manie la fake news, mais en fait, il manie à mon sens, après, peut-être que justement, je suis dans une optique peut-être trop élitiste, etc., mais à mon sens, il manie un peu trop cette fake news, parfois de façon assez maladroite. On voit, enfin, là, quand il nous a sorti récemment que son père était né en Allemagne, dans des paysages magnifiques, machin, alors que son père est né à New York, il y a quand même des fois où on se dit, est-ce qu'il réfléchit réellement avant de parler? Non, en fait, à mon avis, la raison pour laquelle il peut dire des trucs comme ça, c'est parce que Trump participe en fait à... Comment on pourrait dire ça? À désacraliser en fait la parole politique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, oui, mais ça m'arrive de dire des conneries, j'en dis, parfois je fais exprès, parfois pas. Ouais, mais est-ce qu'il en dit pas trop? Et c'est pas grave. Bah, il semblerait que non, parce que sa popularité augmente et il arrive quand même à mettre en place son agenda. Donc comme quoi l'idée qu'il faille... En fait, voilà, Trump, en fait, il incarne un petit peu la doctrine, la phrase de Lénine, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire que les imbéciles regardent ma bouche et les autres regardent mes mains. C'est-à-dire qu'en fait, Trump dit beaucoup de conneries, mais en fait, quand on s'intéresse à la manière dont il gouverne... C'est ça qui compte. Oui, mais pendant ce temps, les choses avancent, effectivement. Il tweet des conneries, et pendant ce temps, les choses avancent derrière. C'est ça. Mais après, enfin, elles avancent derrière quand même. Enfin, il a quand même des bâtons qui lui sont mis dans les roues. Après ça, c'est-à-dire que normal. Donc déjà, bon, les démocrates les testent, mon sens y attendait. Ils gouvernent contre son parti, il faut le rappeler en permanence. C'est-à-dire que le Parti républicain n'est pas un parti populiste, même si, selon Trump, il est en passe de le devenir. Et j'espère que c'est le cas, mais c'est pas fait. C'est-à-dire que c'est hyper difficile de se débarrasser des traîtres de son parti, donc les McCain, les Paul Ryan et tous ces enfoirés. Bon, McCain est mort du cancer, donc voilà. Donc ça, c'est occupé. Paul Ryan est parti à la retraite, mais il paraît qu'il va revenir. Bon, mais voilà. Mais c'est très compliqué. On sait aussi que les journalistes sont intégralement contre lui. C'est-à-dire que les gens pensent que Fox News est une chaîne pro-Trump, par exemple. C'est un truc qu'on entend comme s'il y avait une égalité entre Fox News, la chaîne de gauche, et CNN, la chaîne de droite, et CNN, la chaîne de gauche. Mais non. En fait, t'as toutes les chaînes de gauche, et t'as une chaîne qui, depuis récemment... C'est le F de souche. C'est ça. C'est comme si... Ah bah non, vous avez F de souche, vous plaignez pas. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Et... Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il doit gouverner presque tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques loyalistes qui se démènent comme des chiens pour tout faire, mais il gouverne quasiment tout seul. C'est-à-dire qu'il gouverne aussi contre l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que l'activisme des juges, aux États-Unis, c'est très présent. C'est-à-dire que en France, notamment Zemmour a repopularisé l'expression gouvernement des juges. C'est une expression qui a été inventée par un Français pour parler des États-Unis à la base. L'idée que la Cour suprême pouvait s'arroger le droit de légiférer sur tout, en s'arrogeant le droit d'interpréter la Constitution un peu comme il voulait, et que du coup en fait le pouvoir politique était démuni face aux législateurs. Voilà. Après voilà, tu dis effectivement que Trump gouverne seul. Est-ce qu'il n'aurait pas justement intérêt à essayer de polir un peu, enfin de réfléchir un peu plus avant de parler, pour éviter de se brouiller avec certaines personnes? Je pense notamment aux histoires avec Kim Jong-un, où voilà, il arrête pas de répéter à qui veut l'entendre que Kim Jong-un est son pote, que voilà, ils s'entendent super bien et tout. Mais en attendant, il y a, alors je sais plus quel haut dignitaire américain, pourtant dans le camp Trump, a quand même pas pu s'empêcher de dire face à des journalistes que oui, Kim Jong-un était bel et bien un tyran. Et ça crée quand même une cacophonie en fait, même au sein de son équipe, qui est quand même assez problématique. Pour moi, la cacophonie était déjà là, parce que pour moi, Trump, en fait, il fait du trolling. C'est-à-dire qu'il utilise un langage qui est fait pour provoquer ses ennemis, les antagoniser et forcer chez eux des réponses comportementales qui font qu'ils s'éloignent d'une partie de l'électorat. C'est-à-dire que Trump, en fait, ne parle pas à la classe politique, il parle pas aux journalistes de façon profonde, il parle aux électeurs potentiels. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il dit dans les médias français, c'est une grosse erreur. Trump ne fait pas de la politique comme un radical, en fait, c'est une erreur de penser ça. Il fait de la politique comme un centriste des années 80. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'intéresse, lui, c'est les indépendants. Et c'est pour ça que toute sa politique, ça consiste en fait à jouer... C'est pour ça que certains ont cru qu'il faisait de la traîtrise, qu'il avait dit non, mais il a abandonné le mur. Oh, mais en fait, non, il va laisser les immigrés. Et en fait, à chaque fois, il donne l'air de s'adoucir, de dire oui, mais en fait, on peut discuter. Ses ennemis, évidemment, prennent comme des cons la mauvaise réponse qui est de dire non, espèce d'enfoiré, tu vas voir qu'on va faire une procédure d'impeachment, on va t'envoyer en tôle, espèce de Hitler aux mains orange, toutes ces conneries. Et quand il dit mais ouais, en fait c'était taré, on peut pas travailler avec eux, donc faites-moi confiance. Et en fait il fait ça depuis qu'il est élu. Ouais, au niveau ça marche bien. D'un point de vue stratégique, etc. Ok, mais tu m'ôteras pas quand même de l'idée que il élève pas le débat, quoi.
Bah, Malheureusement, pour il moi, lève si, pas le parce débat. qu'il parle des items politiques qui comptent. C'est-à-dire qu'à l'époque où on sait très bien que l'establishment conservateur, s'il revenait au pouvoir, ce serait baisser les taxes, c'est un scandale qu'Amazon doive payer des impôts aux États-Unis, c'est horrible. Là, t'as quelqu'un qui dit non, on va faire casquer Jeff Bezos s'il continue à nous déglinguer notre service postal, tu vois. Donc, effectivement, il le dit de manière très imagée, puis bon, c'est un peu marrant. Mais concrètement, c'est la meilleure moyen d'amener un nouvel item politique sur la table, quoi. Après, c'est peut-être parce que les Américains aiment bien ce langage-là. Oui, mais après, en c'est fait, très important, pour moi, effectivement, j'ai un bon ami qui m'avait dit au moment des primaires, justement, qui tablait, pour lui, c'était évident que Trump allait gagner les primaires, même au début de la primaire, et il m'avait dit cette phrase assez juste, il m'avait dit, de toute façon, les élections américaines, c'est un cirque, et Donald Trump, c'est un clown. Du coup, il va gagner. Et effectivement, je suis assez d'accord avec ça, mais pour moi, en fait, c'est pas positif. Enfin, en fait, c'est positif dans le sens où, effectivement, comme tu le dis, au niveau du fond, il amène les bons sujets sur la table. Et effectivement, il plaît au peuple parce que il parle comme lui. Voilà, je prenais l'image du mâle blanc qui mettait ses couilles sur la table et tout. Ouais, ça c'est cool. Mais d'un autre côté, en fait, je pense qu'il a quand même un manque. Je pense qu'il a au fond un manque de réflexion quand même personnelle. Même si, ce qu'il fait porte des fruits, etc. Il y a un manque de réflexion personnelle. Et du coup, ça élève clairement pas le débat. Je veux dire, si on avait que des Donald Trump. Non, mais en fait, pour moi, ça c'est faux parce que. Comment dire ? C'est simplement que Trump comprend un truc qui a été oublié depuis très longtemps, c'est que la politique, c'est pas du cérébral, c'est de l'hormonal. Et Trump, c'est quelqu'un qui est évident sur ce terrain-là, qui est dans l'intuition. C'est pas pour faire le malin, mais Spengler dit dans le déclin de l'Occident que les grands hommes sont pas du tout des cérébraux, c'est tous des intuitifs. C'est des gens qui perçoivent l'époque dans laquelle ils sont, les coups à jouer, qui ont du flair. C'est pas des gens qui ont lu plein de bouquins, qui font des dissertations et compagnie. Et Trump, il incarne ça, c'est-à-dire que, ouais, d'accord, des fois, il dit. Ouais. C'est-à-dire qu'il marche sur un niveau où il identifie des opportunités, il identifie des techniques pour atteindre ses objectifs, et il fait ça. Et ça passe effectivement par des remarques qui peuvent être vulgaires ou quoi que ce soit, mais c'est. Comment dire ? C'est pas lui qui a rendu l'environnement politique comme ça, en fait. C'est simplement qu'avant, l'environnement politique était déjà très vulgaire, très con, mais qui se dissimulait derrière une apparence de respectabilité. Trump fait éclater ça, en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'il est... Après, je dis pas qu'il faut faire pareil en France. Ouais. C'est bien que les Français ont une sensibilité un peu différente, notamment parce que les Français sont plus politisés. Et donc, je pense qu'ils adhéreraient pas à un discours qui, dans sa forme, serait comme ça. Mais à mon avis... Moi, clairement, je n'y adhérerais pas. Voilà. C'est ça. Mais après, concrètement, s'il y avait un type comme Trump... Et la classe politique française, je voterai pour lui, parce que même s'il y a des côtés de lui qui me plaisent pas, le réalisme politique fait que lui est capable d'atteindre des objectifs qui, au fond, sont plus proches des miens que ceux de n'importe qui. Donc à la fin, je pense qu'il faut mettre sa fierté un peu de côté, quoi. Mais après, voilà, on peut trouver qu'il est un peu bombastique, un peu excentrique, ce qu'il est, c'est une évidence. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui manœuvre très bien politiquement. Je pense pas du tout je n'adhère absolument pas à la thèse selon laquelle c'est un crétin chanceux ou un crétin manipulé. Ça, j'y crois absolument pas. Alors, manipuler, ça pas du tout. Pour moi, ça, il a un côté crétin. Enfin, même si c'est peut-être un. Non, je pense pas que ce soit un rôle qu'il joue, tu vois. Je pense pas que ce soit un rôle qu'il joue. Je pense qu'il est vraiment comme ça. C'est pas un rôle qu'il joue dans le sens où il fait semblant, mais je pense qu'il est sincère. Mais je pense qu'il a vraiment une. Enfin, quelqu'un qui n'aurait pas une vision aurait arrêté son projet dès les 6 premiers mois. Tu vois, il aurait dit bon, je rencontre trop de résistance, je vends intégralement tout ce que je fais. Tu vois, c'est quelqu'un qui a pas abandonné et qui a des résultats. Oui, et qui continue. Alors que tout le monde est contre du lui. forcing et donc tout. Les crétins n'arrivent pas là. Tu vois, c'est un type qui gagne la présidentielle du premier coup, il participe. En prenant énormément de risques quand même, parce que sa technique aurait bien... Si elle avait été mal faite, sa stratégie se serait retournée contre lui 1 milliard de fois. Le mec est élu, sa cote de popularité augmente, son agenda est en train d'être implémenté. Mais ça t'a pas empêché de dire tout à l'heure quand même que quand il parle, on dirait un enfant de 12 ans, quoi. Oui, parce qu'il a un langage hyper spontané et imagé, quoi. Revenir, pas tellement revenir, mais est-ce que ce serait pas un problème aussi de le voir trop du coup comme un allié, parce que j'ai l'impression qu'aussi parfois on pense un peu l'homme providentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent plutôt de droite en France, qui voient en Trump ou en Poutine par exemple un peu c'est le sauveur potentiel, il peut nous aider, et est-ce que faut pas non plus parce que il bosse pour lui, il bosse pour son pays, il faut rien en attendre, quoi. Exactement ça, en fait on peut trouver des bons côtés à Trump et Poutine, totalement, mais effectivement ils servent les intérêts de leur pays qui ne sont pas forcément les nôtres. Bien sûr, ça je suis intégralement d'accord. Ça va sans dire. C'est aussi pour ça qu'on les soutient, c'est parce qu'ils servent leur pays. Oui, c'est ça, exactement, et que nous on aimerait bien peut-être faire pareil chez nous. Moi je suis un peu plus mitigé que toi, Dagon. Oui, non mais disons que je suis absolument d'accord avec ça, c'est-à-dire que moi je suis assez failliste de ce point de vue-là, je suis absolument d'accord pour dire que les Américains sont l'adversaire politique principal, même s'ils ne sont pas notre ennemi. Mais par contre,
j'aime Trump. Bon, le personnage, je trouve, est attachant, et surtout parce que c'est quelqu'un qui est un très bon qui sait comment manœuvrer. Et je trouve qu'il nous apprend des choses, c'est-à-dire que il faut être à la fois très courageux et être très pragmatique. Et je pense que c'est une combinaison qui fonctionne. Maintenant, sur ce que disait Ania, sur l'admiration d'une droite française qui est soit Trump-olâtre ou Poutine-olâtre, oui, c'est un problème. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne de chez nous qu'on peut supporter, donc on supporte l'équipe d'à côté, quoi. Oui, parce que du coup, c'est attendre, attendre l'homme providentiel et puis ça justifie qu'on fait rien, qu'on attend sur le canapé que cet homme-là vienne. Enfin, je pense que oui. Il y a un peu de ça, et puis effectivement, comme tu dis, on regarde l'équipe d'à côté, c'est vrai que ça me rappelle un peu la finale de la Coupe du Monde. Je pense qu'on a été plusieurs, hein, même ceux qui nous écoutent. Après, je pense que vous serez divisés, mais il y en a pas mal, dont moi. Hein. Oui. On a soutenu l'équipe de Croatie face à l'équipe de France, mais parce qu'en fait, on se reconnaissait plus dans le visage de l'équipe de Croatie que dans le visage de cette équipe de pseudo-France. Voilà. Donc la France représentée par des mercenaires africains. Bon, d'ailleurs, même des pays d'Afrique s'étaient réjouis de notre victoire parce que les joueurs venaient de chez eux. C'est la victoire de l'Afrique autant que celle de la France. Donc du coup, effectivement, on admire un peu ceux en quoi on se reconnaît. Effectivement, des politiques comme celle de Trump ou de Poutine, on peut se reconnaître dedans, et donc forcément, ça peut créer une admiration. Maintenant, oui. Alors après, sur la question, voilà. Est-ce que Trump, c'est bon pour les Européens ou pas ? Si on veut simplifier la question à l'extrême. Par certains aspects, oui. Pourquoi ? Parce qu'il va nous dire, en gros, les Américains vont baisser leur implication dans l'OTAN tant qu'on paye pas. C'est très bien, parce que l'OTAN, c'est une saloperie. Il va aussi, il va pas forcément soutenir tous les traités de libre-échange entre l'Union Européenne et les États-Unis. Voilà. De la même manière, il va réduire... idéalement arrêter, mais je pense plutôt réduire les expéditions à l'étranger désastreuses que les Américains mènent depuis des décennies. Et c'est nous qui payons les pots cassés, parce que quand on détruit la Syrie, c'est chez nous qu'ils arrivent, hein. C'est pas aux États-Unis. Donc ça, c'est des bonnes choses. Oui, d'un point de vue de l'immigration aussi, quand il prend des mesures, des mesures anti-immigration, ça nous montre aussi que c'est possible. C'est possible. Si c'est possible chez lui, c'est possible chez nous. Voilà. Donc il y a beaucoup de bonnes choses. En plus, économiquement, tu disais, tu parles du libre-échange, mais le fait de partir dans quelque part une lutte protectionniste entre les États-Unis et l'Europe, peut-être que ça va forcer les Européens à se considérer comme, sinon une nation, au moins un peuple. Et qu'on a des intérêts en commun. Oui, parce que c'est vrai qu'au final, c'est face à l'adversité que les Européens vont se créer. De toute façon, au final, l'un des principaux arguments pour la construction de l'Union Européenne, c'était le fait de peser face aux géants. Bon, à l'époque, le géant russe et le géant américain. Aujourd'hui, ce sera plus effectivement la Chine que la Russie. Mais c'est ça en fait. Et ça, c'était un des principaux arguments de dire, regardez, face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Chine, il faut s'unir pour pouvoir avoir une politique économique forte et puissante. Mais en fait, ça, on l'a jamais réellement mis en œuvre. Parce qu'en fait, on a mis l'Union Européenne au service, justement, au service du libre-échange américain, russe un peu moins, mais voilà, Et ça, effectivement, oui, ça peut être l'occasion. Là, en plus, les élections européennes vont peut-être aller dans le bon sens. Donc oui, ça peut être l'occasion, justement, ce protectionnisme un peu partout. En plus, la menace chinoise aujourd'hui, la menace économique chinoise se fait quand même de plus en plus sentir. On l'a vu avec les scandales Huawei, etc. Donc ouais, peut-être que l'Union Européenne va se diriger petit à petit, c'est pas pour demain, mais vers effectivement une politique un peu plus protectionniste, vers un peu plus de patriotisme économique. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que Trump reprend le rôle de l'américain, du coup, nous, ça nous donnera l'occasion de mieux identifier les cartes. Et dans un monde où les Russes jouent pour la Russie, les Chinois pour la Chine, peut-être qu'enfin les Européens vont jouer pour l'Europe, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un rêve distant. Mais voilà. Donc là, on arrive à 1 heure d'émission, donc c'est pas mal. On va peut-être pouvoir clore l'émission, à mon avis, à moins qu'on ait d'autres remarques. Du coup, là, pardon. Du coup, je sais que Dagon, toi, t'avais une musique à nous faire écouter. Comme là, du coup, on a traité un seul gros sujet dans l'émission. On a choisi d'écouter la musique en fin d'émission. Donc, du coup, Dagon, est-ce que tu peux ça va être dire sur quoi on va se quitter ? On va se quitter sur Who Only Europe Know de Rome, qui est un groupe luxembourgeois, c'est assez rare, de néo-folk, qui est très connu et qui a écrit cette chanson. Alors je vous laisse, donc la chanson est très agréable à écouter et les paroles parlent vraisemblablement donc de notre continent et de ce qui est en train de s'y produire, mais je vous invite à regarder les paroles, j'espère que ça vous plaira. Et avant de nous quitter, je rappelle qu'on a une adresse email
thermopile@protonmail.com où vous pouvez nous écrire vos suggestions, vos remarques. On va essayer d'être le plus efficace pour y répondre. On est sur Twitter @rthermopile, sur YouTube, sur SoundCloud, on publie nos épisodes soit le dimanche soir, soit le lundi matin quand on enregistre un peu tard comme c'est le cas aujourd'hui. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter, encore une fois, à nous envoyer vos suggestions et puis dire ce que vous en pensez, tout simplement qu'on s'améliore toujours, je veux dire. L'excellence comme but. Voilà. Donc partagez et laisse des pouces c'est bleus. plus simple aussi, oui, on est sur Facebook et c'est peut-être plus simple de nous parler sur Facebook ou Twitter que par mail. Oui, c'est vrai. Parce que Après, ça dépend. Sur lequel on est, oui, voilà. Donc on est en permanence. Le modèle que vous préférez. À la semaine prochaine et prenez soin du rock'n'roll. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Bref. Le vieux. Oh, l'échec intégral. Your nutshell navies came. Europe, only Europe knows. Who will hail our brother slayers? Who will hail the invading men? We may not speak of nation, we not speak of soil and flies. Europe, only Europe knows. Bodies may well swallow it all. Do we miss our world so little? Do we miss our sea so lone? Europe, only Europe knows. Did we not justly hurl our flag over the slaver? Did we not stand down and see the slave free? Sold us out, our hearts grew cold, 'cause we were never asked, no brother, we were told. What do they know of Europe? Only Europe knows. Will there be rivers of blood? I don't know. Will there be rivers of blood? I hope no. Will there be rivers of blood? I don't know. Oh, what do they know? Across Europe, and I could hear this drumming coming through the earth. I felt I could hear this drumming coming through the earth.